l'usage de la voiture nécessite à peu près 60% de l'espace public. Et les piétons, les vélos et les transports collectifs se partagent les 40 ans. C'est ce que Sylvain Grisot appelle la liquidité de surface. Donc si on part du principe que la voiture est stationnée pendant 95% de son temps, et si on répartit le temps d'usage réel de chaque moyen de transport par rapport à l'espace public, la voiture ne devrait plus utiliser que 25% et 75%, le vélo, les transports en commun et les piétons devraient se partager le reste. Alors quand on parle de mobilité, on fait souvent référence au déplacement domicile-travail. Or, les déplacements domicile-travail ne représentent que 22% des déplacements en général. Et il faut savoir que 74% sont utilisés par la voiture pour ces déplacements. Donc, en termes de réduction d'espace, en réduction d'utilisation de la voiture sur l'eau, je pense qu'on a une grande marge de manœuvre. Faire la transition écologique, la transition climatique, en respectant les accords de Paris, c'est-à-dire diminuer de 50 à 60% des émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030 et atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. Tout ça dans un souci de justice sociale. Il y a des solutions alternatives en ville, on va dire, que ce soit en vélo où on peut relativement bien se déplacer, en termes de bus, de tram, mais tout ça reste très centré sur le centre-ville et donc ne permet pas du tout ce côté justice sociale, ne permet pas du tout en fait d'intégrer l'ensemble de la population. Ça reste très centré les solutions sur les solutions de centre-ville et à l'extérieur, on reste toujours très dépendant de la voiture, des mouvements pendulaires ou de transports relativement faibles. Il y a sans doute besoin de la mise en place qui peut être faite à moyen terme des aiguillages qui sont commandés à distance, parce qu'aujourd'hui le fait que les aiguillages ne soient pas commandés à distance oblige à déplacer les cheminots qui doivent être présents au moment où les trains passent pour faire le croisement. Et comme par ailleurs il y a une politique qui consiste à ne plus mettre en place de cheminots dans les gares, ce que l'on peut regretter parce qu'il peut y avoir des besoins au guichet, sur le plan du territoire du Sud-Loire, il y a un certain nombre d'avancées qui pourraient d'ores et déjà être faites autour de la ligne Nantes-Pornic-Nantes-Saint-Gilles, avec des avancées sur des points qui sont des points de blocage, 4 millions d'utilisateurs par an. Alors quand on dit ça, on se dit c'est beaucoup. En réalité, quand on divise par 365 jours, ça fait un petit peu moins de 4000 personnes jour. Pour une double ligne de chemin de fer, c'est trop peu. Et là, il y a une sous-utilisation de l'équipement qui pourrait utilement fonctionner. Alors que sur la route de Pornic, il y a 60 000 voitures tous les jours, avec des gens qui perdent un temps infini. On travaille à faire valoir ce territoire et les ambitions qu'on a sur ce territoire en termes de gaz à effet de serre, en termes de précarité, d'offrir des solutions aux gens en fait. Parce que moi, quand je me balade sur le territoire, que je vais à Saint-Denis, que je vais à Bourg, que je vais à Anceny, en fait, la charge mentale bascule de la voiture à un autre mode de transport quand on est à peu près à 20 minutes. Quand on se dit toutes les 20 minutes je peux avoir un train, je pense qu'on peut attendre le train qu'on rate. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est cette charge mentale-là qu'il va falloir qu'on travaille. Et je ne sais pas si aujourd'hui le projet entre la métropole et la région répond déjà à cela. Je me suis intéressé un peu à d'autres projets de métropole. J'ai vu qu'il y avait du cadencement au quart d'heure, des fois c'est à la demi-heure. J'entends qu'il y a des difficultés en fonction des voies ferroviaires et des investissements à faire. En 2013, le département de Loire-Atlantique a lancé la première ligne de car au niveau de service. Et depuis, on attend toujours la deuxième ligne. Et on voit bien qu'on a un sujet majeur. Parce que quand on parle de car au niveau de service, c'est une fréquence de 10 minutes en 2 points. Donc en fait, on a un service du niveau d'un service urbain qui va dans la première et dans la deuxième couronne de la métropole nantaise et qui est tout aussi performant qu'un axe ferroviaire, mais là en l'occurrence on n'a pas, donc ça permet de compléter l'offre. Et ça c'est majeur et on doit tous porter collectivement le développement du fer, mais aussi de ces lignes de car intérieur à haut niveau de service, à l'image de ce qui a été lancé en 2013. Juste, donc on a donné un petit peu les principes d'un débat métropolitain, donc il y a un document officiel du Conseil d'infrastructure qui donne une définition, c'est les états métropolitains qui doivent ferroviaire destiné aux voyageurs offrant une fréquence à l'heure et point inférieure à 20 minutes et en leur cause inférieure à 60 minutes. Ça c'est pour répondre à votre question sur l'offre de service donc, qui est définie. Et le niveau de la concertation, comment
syndicats vont être associés ou pas à cette mise en œuvre. Parce que quand on parle des services espaces régionaux métropolitains, c'est sur le réseau ferré national, mais le réseau ferré national, je vous l'ai dit, 55% simplement d'électrifiés, 12 600 km de voies ferrées qu'on appelle les lignes non circulées, où circule aucun train ou quelques trains. On est passé de 40 000 km de lignes en 1938 à 35 000 en 1970 et chaque année on baisse. Je pense que sur un sujet comme celui-là, qui est la desserte du territoire, d'avoir un service public de la mobilité pour un nombre important des habitants de la région des Pays de la Loire, il faut pouvoir se mettre autour d'une table et témoigner d'une réelle volonté collective. Je le dis parce que c'est possible. Tous les freins techniques que vous avez évoqués, l'évolution du réseau, on a effectivement entendu, ça va coûter très cher, le pont de Bellevue, etc., etc. Ce qui est vrai, c'est pas faux que ça va nécessiter des investissements. Pour autant, est-ce que c'est pour ça qu'il faut diminuer l'ambition? En tout cas, ça donne l'impression d'y aller un peu à reculons. Y compris les enjeux de mobilité jusqu'à Pornic. Aujourd'hui, vous êtes à Nantes, vous voulez aller, même en août, à la plage, alors que la ligne est totalement saturée. Soit il y a un train très tôt le matin et très tard le soir, vous êtes obligé d'y aller vraiment toute la journée, soit il y a un manque patent de régularité, y compris, là je ne parle même pas de la mobilité quotidienne pour celles et ceux qui habitent et qui doivent venir travailler sur la métropole nantaise, mais y compris pour les personnes qui veulent aller à la plage et donner accès à cela, ça n'est pas une possibilité. Chaque augmentation est un obstacle pour l'utilisation des transports en commun, donc il faut une tarification qui soit juste et sociale. Et puis dernier point, l'attention salariée, une attention forte à avoir sur les conditions de travail des salariés des transports, parce que c'est socialement nécessaire, et aussi pour l'attractivité des métiers. On constate que dans les cars, il manque, je crois que c'est 400 conducteurs-conductrices de cars sur la région, du fait des conditions de travail qui ne sont pas satisfaisantes et des rémunérations qui ne sont pas satisfaisantes, notamment en matière de cars scolaires, mais pas que, avec des horaires très découpés et des salaires qui ne suivent pas. Et attention à la SNCF, alors notamment avec l'ouverture à la concurrence où les salariés vont être pressurés parce que ça va être un des leviers d'action des opérateurs de transport, que ce soit la SNCF, que ce soit Transdev ou d'autres. Attention, là aussi on peut avoir des problèmes d'attractivité, on en rencontre déjà, et donc des difficultés à assurer le développement de l'offre si on n'a pas